Et c'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Marion Maréchal, Bonjour. Tête de liste Reconquête pour les Européennes. Avant de parler de la Nouvelle-Calédonie, un mot sur les grèves dans les transports franciliens, très perturbés en raison d'un mouvement dans le RER autour des primes pour les Jeux Olympiques. C'est normal que chaque corporation fasse valoir ses revendications à quelques encablures des JO. Non, je vous le dis, c'est insupportable. On est là face à une caste de syndicalistes professionnels qui maintenant régulièrement prennent les otages en français pour obtenir des avantages complètement démesurés et indécents. Souvenez-vous également de l'accord avec la SNCF qui annule complètement en fait, la réforme des retraites et qui sera in fine payée par les Français, puisqu'évidemment la dette de la SNCF est de près de 24 milliards d'euros. Donc moi je ne comprends pas qu'on ait un gouvernement qui chaque fois finalement cède à ce chantage au lieu de poser le grand sujet qui est celui de la réforme syndicale dans notre pays. Nous ne devons plus avoir une caste de syndicalistes professionnels. Nous ne devons plus avoir des syndicalistes qui aujourd'hui ont des heures de délégation qui dépassent la moitié de leur temps de travail. Qu'est-ce que vous proposez alors ? Typiquement une réforme, c'est-à-dire qu'il faut dorénavant qu'il n'y ait plus de subventions publiques. C'est-à-dire que dorénavant les syndicats doivent vivre de leurs adhésions. Il ne doit plus y avoir de renouvellement possible de mandat au-delà de 2 fois. Il ne doit plus y avoir de délégués syndicaux qui consacrent plus de 50% de leur temps de travail à justement de la représentation syndicale. Il ne doit plus y avoir de monopole syndical comme c'est le cas aujourd'hui au premier tour. Bref, nous devons faire en sorte d'avoir des syndicats qui soient véritablement représentatifs des salariés, en particulier dans la fonction publique. Et surtout, nous devons durcir aujourd'hui les conditions du droit de grève, qui, je le rappelle, au départ n'existait pas dans le statut de la fonction publique, puisque c'était la contrepartie à l'emploi à vie. Il n'est pas normal qu'il y ait cette prise en otage, à particulier au moment où il y a les vacances scolaires et donc les moments les plus sensibles. Donc on supprime le droit de grève. Et donc à minima, il faut interdire le droit de grève au moment des vacances scolaires et des jours fériés dans la fonction publique, ce qui paraît être le minimum en contrepartie, une fois de plus, de l'emploi à vie et de la sécurité de l'emploi à vie. Ce serait constitutionnel, vous croyez ? Moi je pense que c'est tout à fait possible. Il y a encore faut-il s'en donner les moyens, puisqu'une fois de plus, dans le statut de la fonction publique tel qu'il a existé, au départ, ce droit de grève n'existait pas. Il a fini par être acquis. Aujourd'hui, finalement, dans le statut de la fonction publique, on a gardé tous les avantages en ayant finalement annulé tous les devoirs qui incombaient en parallèle de ces avantages. Donc je pense qu'il faut rééquilibrer ce statut et en particulier, une fois de plus, arrêter de mettre ça dans les mains de syndicats professionnels, disons-le, de gauche, voire d'extrême gauche, qui cherchent à chaque fois à faire la poche des Français et donc nous font vivre un enfer. La Nouvelle-Calédonie, toujours aucune issue à la crise sécuritaire et politique pour l'instant dans l'archipel. Est-ce qu'il existe aujourd'hui pour vous une autre solution que le report de la réforme électorale pour que les violences s'arrêtent ? Moi je suis contre le report de la réforme électorale. Je considère que faire cela, c'est capituler devant les casseurs, devant les émeutiers, devant les violents. Je le rappelle, il y a eu 3 référendums qui ont été organisés alors même que 40 000 Français ont été interdits de voter pendant plus de 30 ans, justement pour ne pas défavoriser le vote indépendantiste des Kanaks. Malgré ça, par 3 fois, les Calédoniens ont fait savoir leur volonté d'être Français. Il est temps que le cirque s'arrête. Maintenant, c'est le retour de l'autorité de l'État, de la loi de la République. Il ne doit pas y avoir de perspective de nouveaux référendums, puisqu'une fois de plus, c'est laisser la possibilité aux indépendantistes de maintenir la pression, le chantage, la violence. Ça, c'est pour le Rassemblement national, on en parlera dans un instant. Mais vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui dit il faut d'abord rétablir l'ordre et ensuite on verra. Oui, le problème d'Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est qu'il a fait 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'il y a eu un terrible manque d'anticipation. Parce que les tensions telles qu'elles s'expriment aujourd'hui à leur paroxysme, en réalité, existent depuis maintenant des mois et des mois, avec des menaces particulièrement explicites de ces organisations indépendantistes, qui d'ailleurs, rappelons-le quand même, sont aussi soutenues par des ingérences étrangères. On parle notamment de l'Azerbaïdjan, on parle de la Chine, qui manifestement veulent utiliser ces organisations comme levier de déstabilisation de la France. C'était pas le bon moment pour cette sur ce réforme, territoire. Il n'y a pas eu d'anticipation. Mais c'était pas le bon moment. Et deuxièmement, il y a un problème d'effectifs. Non, c'est pas une question de moment. Une fois de plus, les 3 référendums ont eu lieu, donc ce dégel, il devait pouvoir advenir quel que soit le moment. Maintenant, il y a un problème d'effectifs. Ça veut dire que là, on a envoyé un peu plus de 1000 agents supplémentaires sur un territoire qui est déjà en grande difficulté, avec des forces de l'ordre sur place qui sont complètement épuisées. Donc on voit bien que la réponse, si vous voulez, en termes d'effectifs, n'est pas à la hauteur. Moi, je vous le dis, très sincèrement, si on constate qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à ramener l'ordre et la sécurité pour les Français, parce qu'il faut savoir de quoi on parle de familles avec des enfants qui sont barricadés chez eux, qui n'ont plus accès aux médecins, aux soins, à l'alimentation, qui sont terrorisés parce qu'il y a aujourd'hui des bandes ultra-violentes qui détruisent tout sur leur passage, qui se baladent avec des armes et qui menacent l'intégrité physique des Français pacifiques, quelle que soit d'ailleurs l'origine, quand même disons-le. Si l'État n'est pas en capacité, avec les effectifs qu'il envoie aujourd'hui, d'apporter une réponse, il faut se poser la question de l'activation de l'état de siège en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire l'article 36 de la Constitution qui prévoit, en cas d'insurrection armée, ce qui est le cas en Nouvelle-Calédonie, nous sommes au bord de la guerre civile, quand on regarde aujourd'hui ces témoignages, qui sont d'ailleurs une guerre civile sur fond, disons-le, non seulement de haine anti-française,
mais de racisme anti-blanc décomplexé, il faut être capable de se donner les moyens de passer d'une sécurité civile à une sécurité militaire et donc donner les moyens à notre armée de pouvoir ramener l'ordre et le calme durablement sur ce territoire. Ça changerait quoi l'état de siège? Les militaires sont déjà déployés sur place, ils protègent les bâtiments publics parce que les policiers et les gendarmes sont épuisés. Oui, mais ça leur donne les compétences du maintien de l'ordre. Voilà. Donc ça soulage une fois de plus nos forces de sécurité civiles, ça permet également des dispositifs dérogatoires sur le plan judiciaire, ça facilite à la fois les interpellations et les gardes à vue des profils les plus dangereux. Bref, c'est des moyens supplémentaires, si vous voulez, donnés sur le plan militaire pour pouvoir apporter une réponse rapide, parce que là, la réponse se fait attendre. On a des militaires qui protègent les infrastructures, mais beaucoup de nos compatriotes là-bas se sentent délaissés. Ça veut dire que les familles, les foyers, eux, ne sont pas protégés. D'où le fait qu'ils s'organisent de manière un peu chaotique en groupe, pas d'ailleurs toujours armés, contrairement à ce qu'on dit, non pas en milice aussi, comme je l'ai entendu, soi-disant pour effrayer les Kanaks, mais simplement pour protéger leur vie et leur famille, parce qu'ils voient bien que l'État, aujourd'hui, n'est pas en capacité de les protéger. Objectivement, c'est une situation inadmissible. Marion Maréchal, vous demandez l'état de siège aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Je demande de se poser la question si la situation... Est-ce que ce n'est pas une escalade? Est-ce que ça nous amènerait pas à un point de non-retour qui fait que les populations ne pourraient plus vivre ensemble sur place? Ah non, je crois justement que ce serait le retour du calme et de la paix, parce que rappelons-le, il y a aujourd'hui une majorité des Calédoniens qui sont des Calédoniens pacifiques. Il y a, y compris d'ailleurs, quelles que soient leurs origines européennes ou kanaks, et qui souhaitent ce retour au calme et qui sont victimes de cette situation. Donc une fois de plus, moi je crois que aujourd'hui, l'heure n'est plus au compromis, l'heure n'est plus à la négociation. Nous avons eu 30 ans de négociation. L'heure maintenant est au retour de l'ordre républicain. Et je le dirais aussi pour éviter la contagion. Parce que ce que je vois là, c'est qu'il y a le président notamment de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, et de la Guyane également, qui appelle une fois de plus au report de ce dégel électoral. Moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est que si on laisse s'enquister à la fois cette anarchie sur fond de haine anti-française et de racisme anti-blanc, je crains la contagion dans d'autres territoires d'outre-mer, et donc il ne faut pas que l'État puisse laisser entrevoir une forme de faiblesse. Voilà. Et donc une fois de plus, il ne doit pas y avoir de report de ce dégel, et il doit y avoir le retour de l'ordre républicain sur ce territoire, comme sur d'ailleurs l'ensemble de la métropole. Marion Maréchal, on est sur CNews et sur Europe 1. Le Rassemblement national, vous l'avez évoqué, a une position différente. Marine Le Pen s'est montrée ouverte à un nouveau processus de long terme avec un référendum à horizon de 40 ans, donc dans assez longtemps, et surtout à la reprise du dialogue. Jordan Bardella, qui était notre invité hier, a assumé vouloir rassurer et rendre encore une fois crédible l'hypothèse d'un RN parti de gouvernement, à la différence de partis plus radicaux comme le vôtre. Oui, moi je suis en désaccord total avec cette proposition. Une fois de plus, j'y vois là une forme de capitulation vis-à-vis des émeutiers et vis-à-vis des violents et des casseurs. C'est une forme de chantage qui est fait. Disons-le d'ailleurs, moi je ne vois aucune revendication politique dans le fait de piller et brûler. Vous savez, c'était le même phénomène au moment de l'affaire Naël, où on expliquait que les jeunes dans les banlieues allaient soi-disant voler des baskets et des télés parce que c'était une manière de venger la mémoire de Naël. Et quand on les interrogeait, d'ailleurs, ils ne savaient même pas qui était Naël et de quoi on parlait. Non, moi je vois là des bandes finalement de délinquants et de criminels qui profitent du chaos et de l'anarchie pour laisser s'exprimer leurs pulsions violentes et leur haine de la France et des Blancs, disons-le clairement. Et donc c'est ça aujourd'hui, une fois de plus, le sujet. On a la tendance à avoir une lecture extrêmement, si je peux dire, ethnique de ce conflit. Mais là, il ne s'agit pas uniquement de la question de l'indépendance. En réalité, il y a aujourd'hui des Kanaks qui sont opposés à l'indépendance. Ils représentent 41% de la population. Avec ce gel électoral, oui, tout à fait. Avec ce gel électoral, s'il n'y avait que des Européens qui étaient pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, vous comprenez bien qu'il n'y aurait pas eu de victoire. Donc, une fois de plus, il ne faut pas avoir une lecture uniquement ethnique de cela, et je crois qu'au contraire, donner la perspective d'un nouveau référendum, c'est donner la possibilité finalement aux indépendantistes de pouvoir maintenir ce chantage, de pouvoir continuer à manipuler ces jeunes générations dans la violence, et c'est surtout pouvoir continuer à laisser l'Azerbaïdjan, la Chine ou d'autres puissances étrangères tenter de déstabiliser la France sur ce territoire, parce qu'une fois de plus, disons-le, si par malheur, et je souhaite que ça n'arrive pas, un jour la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante et n'était plus française, elle ne deviendrait jamais qu'une colonie chinoise. Parce que c'est ça aujourd'hui la perspective malheureusement de ce territoire si il ne restait pas français. Marion Maréchal, hier, Jordan Bardella a appelé vos électeurs, les électeurs de Reconquête, au vote utile. Il a dit le vote utile, c'est le Rassemblement national. Marion Maréchal a fait le choix de quitter le Rassemblement national. Elle est politiquement dans une impasse. Pourquoi neutraliser 5% des voix patriotes
alors que le RN est un vote utile. Que lui répondez-vous ce matin ? Oui, Jordan Bardella fait comme tous les candidats. Il appelle les électeurs du camp d'en face à le rejoindre. Jamais, en revanche, il n'a tenté de faire vivre l'union des droites, que j'appelle de mes voeux. Il a refusé au moment des élections législatives, il l'a refusé au début des élections européennes, il l'a refusé lorsqu'on a voulu proposer un référendum d'initiative populaire sur l'immigration. Bon, c'est son choix, très bien, mais il faut à un moment donné entendre qu'il y a aujourd'hui, c'est le dernier sondage, au moins 8% des Français qui ne souhaitent pas voter Rassemblement National. Dans les intentions de vote. Exactement, qui font le choix de Reconquête parce qu'ils considèrent aujourd'hui que Reconquête répond davantage à leurs aspirations, notamment sur les questions économiques, sur les sujets dits de société, comme par exemple la GPA, dans la lutte contre la propagande wokiste, contre l'activisme LGBT, dans la lutte face à l'assistanat, qui considèrent aujourd'hui, ce que ne considère pas le Rassemblement National, qu'il y a un choc de civilisation avec la civilisation islamique sur le sol français. Bref, que Reconquête a des singularités qui justifient aujourd'hui son existence et la nécessité qu'il soit représenté au Parlement européen. Et enfin... Mais le vote utile, c'est un peu ça le danger pour vous. Mais si vous voulez... qu'au dernier moment, les électeurs se disent qui pourra vraiment peser ? C'est le RN. Mais de quoi parle-t-on dans le vote utile ? Justement, parlons de peser. Vous savez, le Rassemblement national est arrivé premier en 2014 et premier en 2019. Cela n'a pas changé une virgule de la politique européenne pour une raison simple, c'est qu'ils sont de fait aujourd'hui dans un groupe marginalisé au Parlement européen, isolé. À l'inverse, les LR, eux, font partie de la majorité d'Ursula von der Leyen avec les socialistes et avec les macronistes. Donc aujourd'hui, finalement, le seul parti de droite en France qui a à la fois la volonté d'agir, mais aussi la capacité d'agir, c'est Reconquête. Parce que nous faisons partie... Avec 8% des intentions de vote. Oui, tout à fait, parce que nous faisons partie au niveau européen, parce que c'est ça l'enjeu, vous savez, c'est battre Emmanuel Macron au Parlement européen. Nous faisons partie du seul groupe qui peut non seulement battre le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen, avec nos alliés conservateurs, oui, c'est ça. mais aussi renverser la majorité pour la faire basculer à droite et sortir Ursula von der Leyen. Et donc, une fois de plus, si les Français veulent pouvoir participer à cette grande recomposition politique au Parlement européen, qui peut advenir pour la première fois aux élections européennes, eh bien, ils ont plutôt intérêt à donner de la force à Reconquête. Vous comprenez pourquoi Marine Le Pen s'est rendue à Madrid ce week-end pour soutenir le parti Vox, un parti qui est votre allié à Bruxelles. On n'y comprend plus grand-chose, en fait, dans ces alliances. Je ne suis pas surprise parce que, vous savez, dans les différents partis, chaque parti a aussi des relations interpersonnelles avec parfois des partis d'autres groupes. C'est le cas en l'occurrence des Espagnols que je connais particulièrement bien également. Maintenant, pour être simple, moi mon objectif demain c'est de défendre les intérêts de la France et des Français au Parlement européen. Pour ce faire, il est évident qu'au-delà de nos alliés conservateurs et de notre groupe, l'objectif c'est de pouvoir travailler avec d'autres groupes, dont celui d'ailleurs du Rassemblement national, pour pouvoir construire des minorités de blocage ou des majorités de projets. Une fois de plus, je vous ai dit tout à l'heure que je défendais l'union des droites. C'est évidemment aussi pour la faire vivre au niveau du Parlement européen. Vous avez souligné vos différences. Il y a beaucoup de points communs entre votre programme et celui du Rassemblement national, notamment sur l'immigration, instaurer une double frontière française-européenne, restreindre la libre circulation dans l'espace Schengen, supprimer les subventions publiques aux ONG, faire pression sur les pays d'origine. On a l'impression que c'est le même discours. Exactement le même discours, à la virgule près. À ceci près, je ne vous le cache pas, que je découvre, y compris dans la bouche de Jordan Bardella, des mesures qu'il ne défendait pas il y a encore quelques semaines après qu'on ait laissé paraître notre programme. Par exemple, la conditionnalité des aides aux pays d'origine pour l'aide au développement sous couvert qu'ils reprennent leurs clandestins que nous ne souhaitons pas garder ici. Bon, qu'importe, à la limite, tant mieux si nous sommes une source d'inspiration, j'en suis très heureuse. Maintenant, évidemment qu'il y a des points communs, c'est tout à fait logique. Il y a aussi des divergences et des différences, notamment au niveau européen. Par exemple, nous sommes très soucieux de la question de la démographie, qui pour nous est un défi continental, puisque aujourd'hui, vous le savez, depuis 2022, il y a plus de migrants qui rentrent sur le sol européen que d'enfants qui naissent sur le sol européen. Et donc, si nous voulons éviter l'immigration de remplacement, nous devons faire des enfants. Et c'est là où nous considérons que, par exemple, l'Union européenne pourrait déduire une grande partie des politiques familiales des pays du déficit des États pour ne pas qu'ils rentrent dans la fameuse règle des 3%, ce qui m'apparaîtrait la moindre des choses, puisque les politiques familiales, ce sont d'abord des dépenses d'investissement. Il y a aussi beaucoup de questions concernant la sécurité. On a parlé de la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi ces deux agents pénitentiaires qui sont morts dans l'Eure la semaine dernière lors de l'évasion sanglante d'un détenu, Mohamed Amara. Un hommage sera rendu par Emmanuel Macron demain. Est-ce qu'il faut un choc d'autorité dans notre pays, Marion Maréchal ? Oui, indéniablement, mais surtout, il faut faire le bilan d'une triple faillite sur cette affaire. La première faillite, c'est d'abord celle de l'autorité judiciaire, avec un profil qui, le rappelons quand même, entre 11 et 14 ans, a été poursuivi 19 fois. Et 19 fois sans condamnation. Exactement, sans condamnation. Donc évidemment, un jeune délinquant qui n'a jamais rencontré face à lui l'autorité de l'État, et donc ça finit avec des profils extrêmement dangereux. La deuxième faillite, c'est celle de la mise en danger
de nos agents pénitentiaires. Moi, j'ai été sur le terrain dans les blocages, j'ai vu des hommes décrire des conditions de matériel, d'effectifs, de véhicules complètement inadaptés qui sont hallucinantes, avec des transferts qui sont parfois de nuit vers les hôpitaux non armés. Donc une fois de plus, il faut savoir où va l'argent public, certainement pas en l'occurrence à cette profession. Et puis la troisième faillite, c'est celle du narcotrafic, puisque nous sommes là face à un fugitif narcotrafiquant. Disons quand même une chose scandaleuse, lorsque les magistrats de Marseille ont témoigné en expliquant qu'il y avait une situation extrêmement grave sur le narcotrafic. La bataille était quasiment perdue. Exactement. Eh bien, qu'a fait le ministre de la Justice? Au lieu d'en tirer les conclusions et de mettre en place, par exemple, comme nous le défendons, le modèle des lois anti-mafia à l'italienne, eh bien, il est allé à Marseille. Il a réprimandé ses magistrats et il leur a demandé de se taire. Voilà aujourd'hui quelle a été la réponse de l'État. Donc répondons sur ces trois faillites et nous aurons peut-être, je l'espère, une chance de pouvoir changer les choses. À propos de Mohamed Amra, vous dites qu'il faut le retrouver mort ou vif, Marion Maréchal. Oui. Donc on ne se soucie pas de l'état de droit non, en réalité. C'est très simple. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? C'est très simple. C'est comme sur l'affaire Kouachi, c'est-à-dire que si nos forces de l'ordre, et je le souhaite, retrouvent cet individu dangereux et qu'il y a un refus d'obtempérer de leur part et qu'il y a le moindre risque que nos forces de l'ordre soient mises en danger face à des hommes armés, eh bien je souhaite qu'ils n'hésitent pas à tirer, voilà, et qu'il n'ait aucune hésitation, parce que trop souvent nos forces de l'ordre, du fait aujourd'hui de la politique du pas de vague, du fait de l'inversion des valeurs, craignent de tirer et donc se mettent en danger, et il y a trop de victimes, trop de blessés, trop de morts de ce côté-là. J'ai une dernière question, Marion Maréchal, concernant la Cour pénale internationale. Le procureur de cette Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et aussi contre les dirigeants du Hamas qui sont envoyés dos à dos. Le président américain dénonce cette décision scandaleuse. La France, en revanche, soutient la CPI, son indépendance, la lutte contre l'impunité dans toutes les situations à travers un comité du Quai d'Orsay. Est-ce que c'est un scandale de plus ? Oui, le parallèle est une honte. Voilà, faire un parallèle aujourd'hui entre les dirigeants israéliens et le Hamas, qui est une organisation terroriste islamiste qui a des ramifications partout et qui menace d'ailleurs, y compris la France par des actes terroristes, n'a aucun sens. Et moi, je réfute totalement d'ailleurs ce qui est insinué à travers cette poursuite, à savoir qu'il y aurait un génocide à Gaza. Je ne crois pas du tout cela. S'il y avait eu un génocide, il n'y aura pas d'évacuation des populations, il n'y aurait pas de livraison de matériel humanitaire, il n'y aurait pas évidemment d'attaques ciblées pour détruire spécifiquement le Hamas. Donc je suis en désaccord. La position de la France vous étonne ? Écoutez, non, elle ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a derrière cela des calculs électoralistes en pleine européenne. Sûrement veulent-ils plaire à une partie de la population, notamment, disons-le, musulmane, qui aujourd'hui voit à travers le sujet de Gaza l'un des moteurs de vote et de mobilisation. Les résultats aux élections au Royaume-Uni, municipales notamment, nous font la démonstration qu'il y a aujourd'hui un vivier électoral à aller chercher sur ce thème, et LFI malheureusement non plus ne s'y est pas trompé. Merci Marion Maréchal, c'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1.